Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre soirée de la Fédération Connaître et Protéger la Nature, la Fédération des CPN de France et de Navarre. Nous sommes aujourd'hui nombreux à participer et à s'être inscrits à cette soirée qui est consacrée aux nouveaux outils pédagogiques que conçoit et que diffuse la Fédération des CPN. Sur tous les inscrits qui sont présents ce soir, nous avions la moitié d'entre vous qui êtes des animateurs nature, professionnels ou non, on n'a pas discerné les deux. Ensuite, nous avons aussi remarqué que la moitié d'entre vous sont déjà adhérents à la fédération et les autres ne le sont pas encore. J'expliquerai ensuite en quelques mots ce qu'est la fédération CPN et ce qu'est le mouvement CPN. Dans le profil des participants, il y a 30% d'entre vous qui ont déjà dans leur bibliothèque CPN certains de nos outils, mais qui n'ont pas eu encore l'occasion de les utiliser. Donc, on espère que cette présentation de ce soir vous donnera envie de les utiliser sur le terrain très vite. Nous avons bien reçu toutes vos questions et nous espérons que nous pourrons y répondre. Sinon, n'hésitez pas, on les a bien pris en compte et n'hésitez pas à en poser d'autres ou à intervenir en demandant la parole ou en allant dans le chat. Ensuite, quelques mots pour vous présenter ce qu'est le mouvement CPN et ce qu'est la fédération. Le mouvement CPN, c'est un mouvement qui est né de la Hulotte, un petit magazine qui a rencontré beaucoup de succès, écrit par Pierre Deshomme, instituteur dans les Ardennes. Et voilà 50 ans, même plus de 50 ans que ça dure. C'est né en 1973. Ce petit magazine allie rigueur scientifique et humour et apporte des connaissances naturalistes par thème. Le Pierre Deshomme était instituteur et a créé les premiers clubs nature, club CPN, connaître et protéger la nature. Et on écrivait à Tantulotte à l'époque pour devenir CPN et créer son club. Depuis, la fédération a pris son envol, même si on est encore lié à la Hulotte. Et donc, il y a toute une histoire qui s'est créée. Au départ, c'était des enseignants qui créaient leur club. Puis aussi, on a ouvert à toutes les personnes qui souhaitaient créer leur club, quel que soit leur profil. Et depuis quelques années, nous avons des parents aussi qui ont rejoint le mouvement dans la proposition Nature en famille. On savait. Il y a un petit micro qui est ouvert. Merci. Alors, les CPN, les clubs nature, les familles nature, les animateurs nature, ont toujours un passeur de nature qui emmène des enfants dehors la plupart du temps, souvent la plupart du temps, sur le terrain pour apprendre à mieux connaître la nature ensemble. Et donc, nous sommes des personnes de terrain qui sommes qualifiées de protecteurs de la nature également, puisque nous faisons des actions de protection. Et cela concerne la nature de proximité. Depuis peu, vous pouvez également adhérer à la fédération et devenir donc adhérent à titre individuel. Ça concerne certainement une partie d'animateurs professionnels ou bénévoles qui peuvent être autour de cet écran. Et si vous voulez en savoir plus sur comment devenir CPN, on pourra répondre à vos questions tout à l'heure en fin de soirée. La fédération est connue aussi par ce qu'elle a organisé, ou plutôt créé, des campagnes d'éducation à la nature thématiques, comme 1000 marques pour l'an 2000 ou Les mal aimés, j'adore. Et notre dernière campagne, cette fois-ci, n'est plus thématique, mais une campagne qui s'intitule Mission Protection, qui a démarré en début d'année et qui rencontre un franc succès. Elle se repose sur 50 défis pour devenir protecteur ou protectrice de la nature. Donc, je vous invite à aller voir en quoi consiste cette campagne sur le site fcpn.org. Voilà pour quelques mots concernant la présentation de notre mouvement, mais nous sommes aussi connus et reconnus pour nos outils pédagogiques.
dont on nous dit qu'ils sont très pertinents pour apprendre la nature. Donc, je vais laisser la parole à François, qui va nous faire une présentation sur cette notion d'outil pédagogique d'éducation à la nature. Merci présidente. Euh, juste juste quelques mots pour bien savoir de quoi on parle. Céline a raison, les CPN sont un peu réputés pour les outils pédagogiques qu'ils produisent et notamment les cahiers techniques euh, que vous connaissez certainement et que vous utilisez certainement en animation. Et, et il est vrai que la plupart des animateurs s'appuient sur des outils pour, conduire leurs animations, tout simplement parce que, on sait que l'objet de nos clubs CPN est à 50 de transmettre des connaissances, d'apprendre la nature aux enfants, de leur expliquer le monde qui vit autour d'eux, de les aider, à mettre des mots sur ce qui les entoure, mais pas que, de les aider aussi à comprendre comment la nature, ça marche. Et donc il y a un certain nombre de connaissances, un certain nombre de concepts, un certain nombre de prises de conscience, à opérer qui, constituent, l'objectif des séances qu'on peut conduire avec notamment des enfants, mais aussi bien des ados ou aussi bien des adultes. Donc la question se pose à chaque fois de comment, comment équiper, comment outiller les enfants, hem et on sait bien que la méthode la plus simple est d'opérer un transfert des connaissances qui sont dans notre cerveau vers, le cerveau des personnes, que l'on a en face de nous et traditionnellement, la méthode la plus simple, la plus rapide, la plus la plus économe en préparation, c'est la transmission orale, autrement dit d'apporter des explications. Alors c'est un peu évidemment, du face à face, c'est un peu descendant et c'est surtout très inefficace. Donc il est vrai que, quand on se forme pour devenir animateur, on nous indique très rapidement qu'une méthode les plus efficaces, c'est ce que nous nommons la pédagogie active. Autrement dit, rendre les nos publics, on va dire, allez, on va dire les enfants, on va simplifier un peu, les rendre, actifs, c'est-à-dire leur faire des choses selon le fameux précepte que c'est en faisant qu'on apprend. Sauf que, quand il s'agit de transmettre des connaissances, et ben, bien souvent, on a besoin de s'appuyer sur des supports, qui serait peut-être un mot plus adapté d'ailleurs que outils. On a besoin de s'appuyer sur des supports pour, proposer des activités aux enfants, ce qui est c'est reconnu, forcément par tout le monde, est le meilleur vecteur pour que les membres de nos clubs apprennent, comprennent, retiennent. Et là, on pourrait presque comparer l'animateur, de club ou, l'animateur nature en règle générale, ou le pédagogue en règle générale, on pourrait le comparer à un artisan et un artisan, ça ne travaille pas sans outils. C'est peut-être pour ça que ce terme, il est un peu il est retenu par nous. On pourrait presque quand même préférer le terme de support pédagogique. Alors depuis peut-être le début de l'histoire des CPN, eh bien, les responsables, les salariés, les concepteurs qui sont qui font partie de l'équipe CPN, se posent la question: «Quels supports, quels outils, quels jeux peut-on inventer pour, permettre une meilleure transmission des connaissances, une meilleure acquisition des connaissances?» Et là, bien, c'est pas un grand secret et les CPN sont réputés pour faire ça. Donc, il est intéressant, de considérer que tous ces supports sont, pour nous des moyens de transmettre les connaissances, que du coup ça permet d'utiliser la pédagogie active puisque c'est une manière de mettre en activité, nos publics et surtout, il est intéressant de faire la connexion avec le
terrain. Tous les outils qui sont proposés par les CPN font un lien direct avec le terrain. Ce sont pour la plupart des outils qui s'utilisent dehors, encore que, par les temps qui courent dans les régions de France, et vu les précipitations, on a tendance à se précipiter, nous-mêmes, à l'intérieur et parfois ces outils peuvent dépanner. Mais leur caractéristique, c'est vraiment de s'appuyer sur le terrain. Une autre petite, donnée qu'on voulait apporter ce soir, c'est que c'est presque un réflexe, pour vous tous qui êtes responsables de club. Quand arrive un sujet avec les membres du club et qu'on se dit: «Ah, il va falloir qu'on s'intéresse à cette question et comment je vais apporter de la connaissance? Comment je vais faire comprendre, aux membres de mon club, ça, comment ça marche ou ce qu'il y a à savoir?» Eh bien, on est très souvent amenés, nous tous, à inventer des outils. J'imagine que ça vous arrive aussi. Et on ne peut pas avoir, une panoplie, immense, de tous les outils du monde. C'est impossible. Ou encore, la plupart du temps, quand on veut traiter un sujet, les, les escargots, avant que le cahier technique des CPN n'existe, eh ben, on cherchait un peu à droite, à gauche, on trouvait des outils et il était rare que l'outil qu'on trouve corresponde précisément à notre situation, à l'âge de nos enfants, aux espèces d'escargots qu'on va trouver autour de chez soi, à notre manière, de faire et donc un outil, c'est bien gentil, mais il faut qu'il soit adapté et là, tous les outils qui sont proposés par les CPN ne sont pas des outils ou des supports qui ont été, inventés dans le cerveau d'un concepteur, génial. Ce sont tous des outils qui proviennent de l'expérience des clubs ou de l'expérience de quelques responsables de clubs et d'ailleurs qui vont prendre la parole juste après moi. Et donc, les outils CPN ont peut-être cette petite caractéristique, c'est qu'ils ont été testés, éprouvés et approuvés. C'est pour ça peut-être qu'ils sont aussi efficaces. Alors toutefois, dans le verre à moitié, je viens de remplir le verre peut-être plus qu'à la moitié, mais il reste le reste du verre qui est tout de même une petite alerte, une petite vigilance que je prononcerai sur les outils. Il faut, garder beaucoup de vigilance sur les outils qu'on utilise. Parce que dans les structures d'éducation à la nature, ou les structures d'éducation à l'environnement, on a observé ces quelques années des sortes de dérives. C'est-à-dire qu'on se fait un peu, avoir par l'utilisation de l'outil et ça provoque une forme de distanciation qui, des fois, nous fait perdre des fois peut-être un peu le terrain, ou nous fait perdre parfois un peu l'objectif auquel on s'était, l'objectif qu'on s'était fixé. L'outil qui fait perdre un tout petit peu la caractéristique de notre public. Donc, les outils sont certainement nécessaires, ils ne sont pas toujours indispensables, à tel point que l'on voit apparaître une sorte de tendance aujourd'hui dans les animateurs. On vous laissera juge, on vous laissera penser ce que vous avez envie d'en penser, mais il y a une petite tendance, sorte d'exercice de style qui serait l'animation sans support et sans outils. C'est un vrai exercice, mais pour l'avoir vécu, quelques fois, j'ai trouvé l'exercice extrêmement réussi parce que sans outils finalement, ça a fait appel à d'autres leviers qui étaient, l'activité, l'imagination, la création, l'appel, à l'approche artistique, l'appel à la théâtralisation, heu, qui peut, dans certains cas, être extrêmement réussi. Donc, des outils et des supports, oui, c'est quasiment, dans la plupart des cas, indispensable. En même temps, il faut garder un regard critique sur les outils qu'on utilise. Alors là, ce soir, on va vous en proposer plusieurs. Je vais repasser la parole à Céline qui va, vous dire, comment va se passer la suite de la soirée. Mais là, nous avons, avec une petite note de fierté,
à cœur de vous présenter des outils 100% CPN. Et quand Céline ouvrira son micro, vous entendrez ce qu'elle dit. Merci François. Oui, donc en effet, ce soir, nous sommes bien entourés puisque déjà, il y a des CPN autour de l'écran et puis des personnes qui ont une belle expérience pratique et pédagogique du terrain et qui ont parfois pensé, parfois conçu, même inventé certains des outils que diffuse ensuite la fédération. C'était dans vos questions, mais les outils sont directement vendus par la fédération sur notre boutique exclusivement en ligne. Et l'entièreté des bénéfices de la boutique part dans la vie associative de notre association. Donc ce soir, autour de l'écran, nous avons Amélie Sander. Bonsoir Amélie. Amélie qui est du club Les Ronds dans l'eau, dans le Nord, et qui a pensé et conçu un outil qui s'appelle le Kikimank, qu'elle va vous présenter ensuite. Amélie, je continue mon tour de présentation. Nous avons également Patricia qui est avec Jérôme. Bonsoir. Ils nous viennent de Lorraine et eux, ils ont inventé les Sekidonk, le début d'une grande série, notre dernier outil que vous avez pour certains reçu dans vos boîtes aux lettres récemment. Et enfin, nous avons François qui vient de s'exprimer sur la notion d'outil pédagogique, qui est également vice-président de la fédération et qui est aussi un vieux routard comme Amélie de l'éducation à la nature et qui va nous présenter le jeu des 9 familles de la mare. Donc, sans plus attendre, je te donne la parole, Amélie, pour nous présenter le concept et le fonctionnement des Kikimank. Bon, bonsoir à tous. Alors, je vous ai préparé un petit PowerPoint, donc je vais, j'espère que, voilà, hop, Bien joué, ça marche. Quelle maîtrise de la technologie, c'est beau à voir. voilà. Bon, alors, les Kikimank. Alors, comme vient de vous le dire François, la connaissance est vraiment un concept clé dans notre mouvement, même si ce n'est pas le seul, et que la connaissance permet vraiment la protection et surtout de nommer les choses, de mettre des noms sur ce qu'on peut observer. C'est vraiment une étape indispensable à la connaissance. Et ce jeu qui manque va favoriser aussi l'observation, va développer les qualités d'observation des enfants, parce que pour nommer un être vivant, il faut pouvoir bien l'observer. Et puis, ce qui manque permet de mémoriser une quinzaine d'espèces ordinaires ou de familles d'espèces suivant les thèmes abordés. Alors, actuellement, la fédération a mis en place a créé 5 Kikimank, donc un sur les feuilles. Alors, les feuilles européennes, il existe le même Kikimank que pour l'Afrique, mais il est téléchargeable. Un Kikimank sur les oiseaux, un sur les fruits de la haie, les fruits charnus de la haie, un sur les papillons, un sur les insectes, et sortira bientôt en 2024 un sur les champignons. Alors, tous les Kikimank sont créés de la même façon. Vous avez une planche qui comporte, disons, 15 espèces. Bon, 15, 16, ça dépend des outils. Donc là, j'ai pris l'exemple des feuilles, qui était le premier Kikimank qu'on a créé. On a ici 15 feuilles d'arbres vraiment très courants, le chêne, le châtaignier, le charme, le hêtre, enfin des choses qu'on rencontre facilement chez nous. Et donc c'est une planche, c'est la planche modèle qui a donc ces 15 feuilles. À côté de ça, vous avez 15 cartes qui, elles, ne comportent que 14 feuilles. Donc, en fait, sur la feuille, sur cette carte-là, il manque bien sûr une des feuilles qui était sur la carte modèle.
Donc l'enfant, les enfants ou l'enfant, parce que ça peut jouer absolument, on peut utiliser cet outil en fin d'animation quand on a fait une sortie sur le thème des arbres, mais ça peut aussi se jouer tout seul, un enfant peut le faire tout seul. Il doit comparer donc la carte qui comporte 14 feuilles à la carte modèle qui en comporte 15 et trouver celle qui manque. D'où le nom qui manque. Qui manque, quelle feuille manque. Voilà. Donc là, vous avez tout de suite repéré, hein, puisque je vois que vous êtes très observateur, que c'est le charme qui manque. Voilà, qui n'est pas de l'autre côté. Et du coup, on prend la carte avec les 14 feuilles, on la retourne et on vient voir qu'effectivement, on ne s'est pas trompé, c'était le charme qui manquait sur cette feuille. Donc, une fois la carte retournée, eh ben, on lit ensemble, on fait lire un enfant le petit texte qui est écrit pour avoir des petites informations sur l'espèce et apprendre à mieux le reconnaître. Voilà. Et ça permet de placer ici certains thèmes de vocabulaire. C'est une feuille dentée, c'est une feuille simple, c'est une feuille gaufrée. Et ça permet de donner tout ce vocabulaire lié à la morphologie des feuilles et à leur détermination. Donc ça, c'est le kiki manque feuille. Le kiki, alors ils sont tous basés sur le même principe. Là, je vous ai mis le kiki manque des fruits charnus de la haie. Et puis, bah, le sorbier des oiseleurs était la fiche à retenir. Alors, ce qui est particulier sur ces fruits, c'est que sur ces fruits charnus, c'est qu'il y a plein de caractéristiques de fruits, de classement. Et vous verrez qu'ici, bon, le sorbier des oiseleurs est un fruit qui est une fausse drupe et qui mène en plus qui donne le classement. Du reste, pour le kikimanque insecte, comme je viens un peu de vous le présenter pour les fruits de la haie, sur le kikimanque insecte, on a choisi de ne pas mettre 15 espèces, mais 15 familles, parce que les insectes sont très nombreux et bon, même s'il y en a quelques-uns qu'on rencontre très fréquemment, c'est quand même très intéressant que les enfants apprennent à classer et surtout à reconnaître les critères de classement pour les aider ensuite à nommer l'espèce. Parce que ça, c'est fondamental dans le mouvement. Bien sûr, on nomme les êtres vivants, mais on apprend surtout aux enfants à utiliser des clés de détermination et trouver les critères de classement est une première étape dans la conceptualisation des choses. Donc, on retrouve toujours, vous voyez là la planche avec les 15 insectes, les 15 familles. Donc, vous voyez bien qu'on a mis, par exemple, hétéroptère, une punaise verte. Donc, on a mis là un exemple prototypique de la famille. Alors, derrière, forcément, on retrouve toujours des informations liées à l'insecte, mais bien sûr, vous voyez qu'on a mis hyménoptère en grand et on a indiqué l'explication, l'insecte d'où vient hyménoptère et elle, et puis un petit texte qui définit pourquoi on a classé tous les hyménoptères dans le même groupe. Et puis, bien sûr, un exemple prototypique, ici la guêpe, avec son nom vernaculaire et son nom latin. Alors, par contre, pour les coléoptères, comme il y a énormément d'espèces de coléoptères, il y a plusieurs fiches de coléoptères, plusieurs insectes, mais là, j'ai pris l'exemple des longicornes. Donc, vous avez coléoptères, et puis la sous-famille des longicornes, avec, vous voyez, la forme de l'antenne, puisque chez les coléoptères, c'est l'antenne qui va être le critère d'identification des espèces. Donc, alors, comment, dans le kikimanque, vous allez trouver bien sûr une notice d'utilisation qui reprend un petit peu ce que je vous ai dit, donc le mode d'emploi. Il va vous donner aussi des informations complémentaires naturalistes
C'est-à-dire que ce que je vous ai dit, par exemple, sur les fruits charnus de la haie, vous aurez un petit texte sur la comestibilité et puis vous aurez une idée du nom que l'on donne à tous les fruits et au classement de tous ces fruits. Et du reste, à propos des fruits, là, sachez que en 2024 sortirait un cahier technique sur justement les fruits et les graines. Donc, ça sera très complémentaire avec ce qui manque. Et puis, dans la notice, on vous présente d'autres utilisations possibles que celles que je viens de vous donner, d'autres usages, mais vraiment au cours de l'animation. Vous pouvez utiliser ces fiches, bien sûr, dans le recto, là où il y a les espèces présentées, de façon à faire des activités de tri. Hein, surtout vous déposez ces cartes et puis les enfants viennent poser leurs trouvailles devant les cartes. Vous avez aussi le jeu classique de devinette, c'est-à-dire qu'il y a un enfant, il y a quelqu'un qui prend une carte, qui lit la description et les autres doivent trouver de qui il s'agit. Et puis la même activité mais à l'envers, vous savez, le jeu Qui es-tu, où on met quelquefois la carte sur le front de l'enfant ou dans son dos. Et puis l'enfant doit poser des questions jusqu'à ce que les autres répondent et jusqu'à ce que l'enfant qui a la carte arrive à nommer l'espèce dont on a la carte. Voilà, c'est terminé. J'attends vos questions. Merci Amélie pour cette présentation très complète et très intéressante. Est-ce que vous avez des questions sur ces outils qui manquent, ce concept de jeu? Céline, Hélène nous dit qu'elle utilise ce jeu avec un double jeu et qu'elle organise des battles et que ça permet peut-être en effet une autre forme du jeu. Préciser si vous voulez. Vas-y Hélène. Quelques mots, oui? En fait, comme j'en ai que 3, je crois, de ce 3 ou 4 qui manquent. Et j'ai voulu faire choisir aux enfants, en fait, un jeu parce que certains sont plus attirés par les feuilles ou d'autres vont être plus attirés par les oiseaux ou d'autres par les insectes. Donc, comme j'avais un petit groupe, ben, en fait, j'ai mis un groupe qui a choisi, enfin, chacun a choisi son jeu. Ils se sont mis en 2 groupes. Et puis c'est vrai que ce jeu, il est super parce que il y a le visuel, il y a le petit jeu de trouver rapidement l'élément qui manque. Et après, la pédagogie est très bien parce qu'il y a le visuel de détail, en détail, et puis il y a l'explication. Euh, donc, en général, les enfants repartent avec beaucoup plus de connaissances. Donc, bravo pour ce jeu. Je suis fan, c'est un de mes préférés, je pense, et les enfants, à chaque fois, ça marche aussi, hein, ils adorent. Merci pour ton témoignage, Hélène. François, on a des questions. Non? Enfin, ah bah, il y a une Inès, question. Inès Euh, qui demande à il Amélie. y a Cindy qui demande celui sur les oiseaux concerne plutôt des passereaux, des oiseaux des jardins, point d'interrogation. Oui, effectivement. Attends. Je cherche du coup. Oui. Alors, il y a une petite difficulté, je vous signale. Oui, effectivement, on a citel, rouge-gorge, pinson, merle noir, accenteur, etc. Alors, une petite remarque que je vais peut-être préciser, ce que les enfants, dès 3 ans, les enfants se piquent au jeu d'observation, puisque même sans connaître le nom, ça fonctionne. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser très, très vite. Et puis, je suis très étonnée, puisque j'ai testé les fruits des haies
avec un de mes petits-enfants. Et en fait, je me dis, mais c'est trop compliqué, toutes ces baies rouges, il va rien comprendre. Et en fait, c'est le jeu qu'il préfère. Parce qu'en fait, il ne recherche pas le nom, il recherche à comparer. Et c'est celui-là qui l'a attiré. Et aussi, il y a une petite difficulté que je vous signale sur les oiseaux, parce que c'est en utilisant les documents qu'on s'aperçoit quelquefois de leurs petites imperfections, c'est que dans les cartes, la carte modèle, les oiseaux sont sur des supports. Quelquefois, il y a une branche, quelquefois, il y a une branche d'arbre. Et sur la carte de l'oiseau, il n'y a pas la branche. Et l'enfant dit, bah non, il compare comme s'il faisait un jeu des 7 erreurs. Il dit, bah non, c'est pas pareil, là, il y a une branche et là, il n'y a pas de branche. Donc, voilà. Donc, du coup, on va faire un petit peu attention, je vous signale ça, mais c'est uniquement pour les petits que le problème se pose, quoi. Voilà. Amélie, tu Merci dirais Amélie. que ces jeux se pratiquent à partir de quel âge, selon toi? Moi, je dis à partir de 3 ans, rien que pour la faculté d'observation. Et après, moi, sur les feuilles, je l'ai utilisé dernièrement avec une sortie où j'avais que des adultes. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, eh ben, je ne connaissais pas la pédagogie CPN, mais c'est incroyable parce que rien qu'avec cette histoire de feuilles, là, j'ai appris plein de feuilles que je n'arrivais pas à retenir. Donc, Mhm. voilà, de 3 à 99 ans. Ok. Et une autre remarque de... Benoît. Merci. Qui rejoint une expérimentation qu'on a faite nous-mêmes là dans notre club à la Citel, c'est de le faire avec des vraies feuilles. De demander aux enfants d'aller chercher des feuilles ou des fleurs ou des cailloux ou ce que vous voulez en double. Ils vont les chercher en double et ensuite, avec l'un des doubles, on constitue une collection de références et ensuite, les enfants constituent des cartes en enlevant un exemplaire à chaque fois. Et après, on joue sur le même principe du qui manque, mais avec les vrais objets. Ça marche aussi. Et en plus, ça donne lieu à une animation pure et entière. Donc, Plein de participants disent qu'ils utilisent déjà ces qui manquent et saluent le côté malin de ces jeux. Côté malin, Amélie, si tu es d'accord, on pourrait rapprocher le principe du qui manque au jeu de Kim, qui est vieux comme le monde, qui consiste, comme vous le savez sans doute, à présenter à des enfants, principalement des enfants, une collection d'objets, de leur demander de se retourner, d'en enlever un, et quand ils regardent à nouveau, ils doivent dire lequel manque. En fait, là, on est un peu sur le même principe. Et ce jeu de Kim est extrêmement ancien. Céline, je te repasse la parole. Amélie, tu avais terminé. Oui, c'est bon, j'ai terminé, oui, s'il n'y a plus d'autres questions. il semblerait qu'il n'y ait plus d'autres questions. Ah si, il y a Pascal qui demande la parole. Pascal? Oui, bonjour, Pascal de Rennes. Donc, nous, on fait des activités assez ludiques tout âge, parce qu'on gère une serre horticole professionnelle en modèle associatif, et c'est un jeu qu'on fait, en fait. Je ne savais pas que ça existait chez CPN. C'est vrai qu'on prend des vraies feuilles et on recueille des feuilles, on demande aussi qu'ils aillent en chercher, et puis du coup, souvent, c'est des familles qui viennent dans le parc, et du coup, il y a un peu tous les âges, tout ça, c'est assez rigolo. Souvent, il y a la grande sœur ou le grand frère qui peut aider un peu. Enfin, il y a des petites complicités qui se font. Et en général, derrière, on fait d'autres activités pour marquer le coup. On fait du plan de godasse, c'est-à-dire qu'on récupère des petites chaussures chez Maüs ou ailleurs, et on fait des plans de calanchoé. Donc, c'est une plante qui se reproduit d'elle-même. Et en général, à la fin de cet exercice-là, qui prend une demi-heure, il ne faut pas aller au-delà avec cet âge-là, elles repartent avec une petite chaussure, avec une petite plante. Et l'astuce, c'est qu'en même temps, on fait l'éducation aux parents, où on dit, vous voyez, s'il va à une soirée anniversaire ou une soirée pyjama, et la petite plante, elle va repartir en marcotant au bord des feuilles. Et du coup, plutôt que d'acheter un cadeau, il peut repartir avec une chaussure et ramener un plan. Et du coup, comme ça met un peu une ambiance intrafamiliale. Et du coup,
bah, ça fait des bons petits souvenirs pour pas grand-chose, quoi. Voilà, c'est juste un témoignage. Bah, merci beaucoup à Pascal. On est preneur de ce type de témoignage et de prolongement aussi avec le terrain, puisqu'effectivement, on prône la pédagogie sur le terrain. Donc, nos jeux ont l'avantage d'être utilisables aussi à l'intérieur, mais ce n'est pas ce qu'on préconise d'emblée. Je vais donc, pour la suite, puisque j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, passer la parole à Patricia et Jérôme, qui ont donc inventé, conçu le dernier outil produit par la Fédération. Et c'est l'occasion aussi pour moi de dire que ces outils sont produits on a donc une commission pédagogique qui travaille sur ces outils, et également une salariée qui se nomme Fanny Husson, qui a la conception de ces outils pédagogiques. Et il y a donc une petite équipe de 6 salariés qui travaillent dans les Ardennes, non plus à Boultebois, mais on a déménagé à Poitéron, juste à côté. Et donc, c'est grâce à ce travail d'équipe et des bénévoles dans la commission pédagogique et aussi de salariés qu'on peut éditer ces outils qui sont donc en vente dans notre boutique, entre autres. Je passe donc la parole à Patricia et Jérôme. Merci à vous d'avoir tous les deux accepté de prendre le temps d'expliquer cette idée originale que vous avez eue. Merci Céline, bonjour tout le monde. Bonjour. On est très content de vous retrouver de Speechrun. On est en Moselle-Est. Pour les plus anciens, on a organisé des fêtes CPN et puis aujourd'hui, on ne vient pas vous parler de ça du tout, mais notre jeu, donc, c'est le C'est qui donc? Ça ira plus vite, hein. Je vous montre des photos après, mais hop. Voilà. Le C'est qui donc? Un petit jeu ludique, mais surtout pour apprendre à capturer, à observer, à identifier, donc à connaître pour bien protéger. Alors, on n'est pas allé jusqu'à faire on est beaucoup moins moderne qu'Amélie, on n'a pas fait un PowerPoint. On vous a mis quelques petites photos qu'on va vous partager. Si ça veut bien. Ouais, c'est bon. Juste la petite truc, voilà, qui nous parasite, au cas où vous le voyez aussi. Donc, le c'est qui donc? On vous le disait, capturer, observer, identifier. Alors, pourquoi ce jeu? On fait beaucoup de sorties, de balades bord de juin, on se laisse surprendre ce que la nature a à nous offrir à un instant T. Et pendant ces sorties, de la part des promeneurs, des participants, on a souvent, pas que, mais souvent, 3 comportements. On a ceux qui, quand ils voient une plante, une bestiole, disent c'est quoi? Et on en revient, on va pas refaire un discours sur ça, François l'a très bien dit. On en revient à ce moment-là à la méthode verticale. Si on répond directement à la question, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'au bout de 3 bestioles, de toute façon, ils n'ont pas retenu. Et puis, c'est pas comme ça qu'ils apprennent à les retrouver tout seuls. Donc, ça n'a pas d'intérêt. On a tous ceux qui voudraient attraper tout ce qui bouge aussi. Alors, on a les boîtes de capture pour ça. C'est super, mais ça n'avait pas de finalité en soi, si ce n'est d'observer la bête, de peut-être se parler un petit peu, d'identifier 3 critères, mais c'était plus un jeu de celui qui allait en attraper le plus possible, voire 3 par boîte, éventuellement même le prédateur avec sa nourriture de base. Ce n'était pas forcément non plus l'idéal. Et puis, on a la dernière catégorie, ceux qui aiment être dans la nature, mais que toutes les petites bêtes effraient. Et du coup, on a essayé de réfléchir à quelque chose qui satisfaire ces 3 grandes catégories de public qu'on a pu avoir régulièrement, aussi bien adultes qu'enfants d'ailleurs, puisqu'on fait des sorties, nous, pas spécifiques aux enfants, mais plutôt famille. Et donc, on a inventé le jeu. Alors, le jeu a beaucoup évolué. On vous montrera quelques petites photos historiques à la fin, mais pour en arriver au jeu d'aujourd'hui. Et on a voulu d'abord que ces rencontres de hasard deviennent des rencontres provoquées. Ça permet d'apprendre aux enfants à observer, c'est dans le sous-titre du jeu. Alors, observer les insectes ou les bestioles qu'on a rencontrées, bien entendu, mais avant ça, observer notre nature, notre environnement, pour savoir
où trouver ces petites bêtes. C'est pas simplement je me promène et quelque chose qui bouge. C'est si je veux attraper quelque chose, où est-ce que je vais aller le chercher pour être sûr de trouver. Donc ça demande déjà toute une démarche de réflexion selon la nature de l'animal qu'on veut attraper, l'emplacement où on va le trouver plus sûrement. Les animaux du sol, plutôt dans une litière, plutôt sous des écorces, plutôt dans des endroits frais, humides, cachés. Les insectes, plutôt sur des fleurs ou dans des endroits où ils vont pouvoir se reposer. Enfin voilà, toute une démarche qu'on leur offre. Donc, c'est des choses qu'on leur explique à l'avance. Et puis après, on se jette des petits défis. Eh ben, trouve-moi un animal qui a des ailes. Trouve-moi un animal qui a des ailes, mais qui ont été sclérosées. Voilà. Et après, aux enfants de retrouver à quelle famille on pense et d'aller les dénicher aux bons endroits. Du coup, ça permet aussi les boîtes de capture et le fait que la démarche ne soit pas, que la démarche soit programmée à avoir moins peur. On a vu des enfants qui frissonnaient de dégoût ou qui ont une peur panique des abeilles aller en capturer. Alors, ils n'en ont pas large, hein, on peut les observer, mais pour autant, ils le font. Et ça permet d'aller sur la voie en tout cas, peut-être pas ne plus avoir peur, mais en tout cas de maîtriser cette peur. Et puis surtout, ça permet, plutôt que d'avoir un distributeur de noms d'espèces ou de noms de famille ou de noms d'animal, eh bien d'avoir l'acquisition des critères déterminants. Amélie le soulignait, on essaye d'apprendre à tout le monde à servir des clés de détermination. Pour autant, les clés, ça fait peur parce que certains se disent je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué. Alors, pour satisfaire à ça, on a déjà créé une clé de détermination que vous voyez là, qui est très, très, très simplifiée, très ludique aussi, avec des illustrations, alors nous, on avait beaucoup moins de couleurs, mais elle est beaucoup plus fun comme ça. Mais en tout cas, voilà, avec ce qu'il faut savoir apprendre à regarder et pour arriver aux grandes familles. Mais pour autant, ça peut encore effrayer les gens. Alors que, désolé, il y a notre chat qui vient de passer. Alors que quand on applique la détermination de cette façon-là, sur un plateau de jeu, bah, c'est un jeu. Les enfants ont l'habitude de jouer, les adultes avec les enfants aussi. Du coup, ça fait plus peur, ça ressemble plus à quelque chose de scientifique ou de technique, ça ressemble à un jeu. Et pour autant, ce sont des questions qui sont des pures questions de critères de détermination. Donc, on va commencer par la petite bête. Est-ce qu'elle a des pattes? Est-ce qu'elle a 6 pattes? Est-ce qu'elle a 8 pattes? Est-ce qu'elle a plus de 8 pattes? Et on va à un critère de détermination, carte 2, carte 7, carte 30, carte 31. Et comment est le corps de l'animal? Est-ce qu'il fait plus ou moins de 2 cm? Est-ce qu'il a 7 paires de pattes et un exosquelette segmenté? Voilà, des purs critères de... Désolée, troisième participant de la famille. Est-ce que, voilà, toutes ces cartes permettent d'arriver à des super familles et ensuite on va encore aller dans le détail et on apprend en s'amusant et à force de répéter tout le temps, voilà, on arrive aux familles. C'est des hétérocères, des crustacés terrestres, des arachnides ou des rhopalocères par exemple, hein, c'est une sélection. En fait, les enfants ont l'habitude de se poser toujours les questions, surtout que les premières sont tout le temps les mêmes. Et ils apprennent à observer. Ah, 3, c'est un insecte. 8, c'est un arachnide. Et on les accompagne au départ, surtout quand ils sont petits, mais ils apprennent les critères de base. Après, ils rentrent à la maison systématiquement avec cette clé de détermination que vous voyez à l'écran. Et puis, généralement, dans les jours qui suivent, vous avez, on a attrapé ça, j'ai déterminé que c'était ça, est-ce que tu peux me confirmer? Alors, je vous disais, le jeu de départ, c'était une grande bâche sur laquelle, en fait, les gens pouvaient marcher et suivre un itinéraire. Ça se voulait un peu comme ces jeux, vous savez, où il faut trouver la sortie du labyrinthe. Alors, c'est super, on l'a encore. Problématique, il faut trouver le bon endroit, faut que ce soit plat, il faut qu'il n'y ait pas trop de vent. Donc, c'était finalement une super idée. C'est très encombrant, c'est une super idée, mais ce n'était pas pratique. Donc, de ce jeu-là, on a obtenu celui que vous voyez maintenant.
Néanmoins, ça fonctionne pareil. Alors là, vous voyez un enfant qui a 7-8 ans, qui a sa petite bête dans la boîte et est tout content parce qu'à la fin, il l'a retrouvée sur une carte. Alors, ça aussi, le jeu a été est un petit peu différent, puisque aujourd'hui, pour que ça convienne à tout le monde, le jeu était adapté à mon village, mon secteur, avec des photos prises nous-mêmes. Donc, on avait les espèces les plus communes et les enfants, à la fin, trouvaient quasiment systématiquement la même petite bête dans la boîte et sur la photo. Mais pour que ça aille chez tout le monde, on est dans les familles. Donc, on est vraiment dans le critère de détermination. Mais ce qui est plaisant, c'est que ce jeu-là peut s'adapter. Euh, Rien ne vous empêche de faire de photos des animaux les plus communs que vous avez autour de vous avec les enfants, d'imprimer leurs photos et de créer vos propres petites cartes à la fin, en respectant bien sûr les familles. Mais vous compléterez encore le jeu et pourquoi pas, les enfants trouveront à la fin les animaux que vous avez pu faire. Et ce qui est super, c'est que ça peut fonctionner avec les animaux de Moselle Est, ceux de Guyane, puisqu'il paraît qu'il y en a, il y a des participants de Guyane, d'Afrique, de Belgique. C'est totalement adaptable. Là, vous voyez une animation avec une école. Il y a énormément d'enfants avec moi autour de la table, mais c'est pas gênant parce que le premier enfant, on explique bien et tous les autres en profitent et ils deviennent très très vite autonomes sur les critères et l'observation. Un ou l'autre peut-être un petit peu enfermé va avoir besoin qu'on accompagne. Mais là, vous voyez, je ne fais rien, je suis avec eux dans l'accompagnement selon le besoin, mais c'est l'enfant qui lit les questions et trouve lui-même les réponses en remanipulant sa boîte de capture. Donc, toujours plein d'enfants et ça pose pas de problème de durée ou ils s'entraident entre eux, c'est super. Autre bonne chose, tous les animateurs CBN ne sont pas forcément des naturalistes confirmés qui vont pouvoir vous débiter les noms de tout ce qu'ils croisent comme ça. Ou alors ils sont trop timides ou pas assez sûrs d'eux, ou même ils ne maîtrisent pas l'information, pas forcément. L'avantage de ce jeu-là, c'est que des personnes qui ne sont pas ces animateurs confirmés vont pouvoir suivre les mêmes critères que les enfants et tout à fait animer la partie sans avoir le besoin voilà, d'être un spécialiste euh, de tout ce qui est petite bête ou insecte. Et c'est le cas, par exemple, de la personne qui est sur cette. Et vous avez devant vous une petite fille qui a 2 ans et demi quand elle joue avec. Alors, bien sûr, elle doit être accompagnée, c'est pas elle qui lit les questions. Par contre, elle est tout à fait en capacité d'observer ce qu'elle a dans la boîte de capture et de répondre à la question si on la lui lit. Donc, c'est un jeu qui se joue aussi bien donc de 2 ans et demi à 70 ou 90 ans, pourquoi pas, enfin n'importe quoi. Ça se joue en intérieur comme en extérieur. Alors bien sûr, le principe est pour l'observation de la nature d'être plutôt à l'extérieur. En Moselle, plutôt de fin février à début ou mi-octobre, parce qu'après ça, ça commence à devenir compliqué de trouver des animaux. Mais si vraiment vous êtes coincé, deux façons de le jouer à l'intérieur. Alors, la façon, je vais reprendre la main sur la caméra, je vous montre quand même les choses. Je n'ai pas forcément fait les photos, mais on trouve toujours, on les a pour l'évolution, ouais, on les a pour l'évolution des animaux. Donc, on peut trouver toujours ces petits accessoires en plastique ou autres avec ce que ça a comme avantage. N'empêche qu'au moins les enfants peuvent les manipuler et regarder, observer, sous réserve que que vous ayez pu vérifier que ce qui a été produit est bien le nombre de pattes, d'ailes et compagnie. Et puis sinon, plus simplement, vous reprenez là encore des photos de ce que vous trouvez dans votre région, vous faites un sac, les enfants piochent, trouvent une photo et non plus qu'à identifier l'animal qu'ils ont dans les mains. Voilà.
Ah oui, le jeu, pour finir, nous avons conçu le jeu comme un plateau. Encore une fois, le but était d'aller sur les plateaux de jeux de société qu'on pouvait pour attirer les enfants. Mais Amélie avait, elle, développé un jeu, un principe un peu semblable, mais qui se jouait au sol avec des cartes. Donc, vous pouvez aussi le faire sans plateau de jeu grâce à la deuxième version qu'a fournie la fédération dans la boîte de jeu. Et puis, ben, tout est de toute façon dans la règle du jeu. On vous encourage juste à l'ouvrir, à l'acheter pour ceux qui ne l'ont pas encore, et puis à le découvrir. C'est vraiment, alors c'est plus la bonne saison, mais vous serez prêts pour le printemps. Voilà, à peu près ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, Patricia, pour cette belle présentation aussi. Et puis intéressant de voir les photos de cette animation en action. On a des questions auxquelles vous avez déjà en partie répondu, mais peut-être quand même pour clarifier, on peut peut-être quand même les rebalayer. François, il y a aussi Amélie qui fait des réponses écrites. Merci à toi, Amélie. François, si tu veux bien nous redire les questions. En effet, il y avait des questions sur l'adaptation en extérieur, mais Patricia, Jérôme vous avez montré en photo et vous avez répondu. Et il y avait aussi une question d'Hélène. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas des espèces? Ben, tu as répondu aussi, en fait, que ça s'adapte aux espèces. Et alors, la question très pratico-pratique, vos insectes en plastique, vous les trouvez où? Réponse. Jérôme, tu les as trouvés où? Sur Internet, c'était. Ah, voilà. Non, mais ça se trouve Ça, sans problème. malheureusement, mais ça se trouve assez facilement, mais c'est vrai que ceux-là sont plutôt corrects. Et ils sont aussi en vente sur le catalogue de la Fédé. Il y en a quelques-unes. Oui, oui, Quelques-uns. quelques-uns. Alors là, on a un peu plus de variété que. Alors, sur le catalogue de la Fédé, on a ces merveilleux. Ces merveilleuses bestioles qui permettent de voir l'évolution, justement. Mais là, il y a un petit peu plus de sortes. Mais voilà, ça se trouve dans plein de catalogues d'éducation On en va mettre ça dans le nature. film. Et au pire, on pourra le remettre dans le fil après. Oui, les brocantes, c'est pas bête aussi. Ouais. Avec effectivement bien s'assurer que ça correspond parce qu'il y en a des animaux en plastique qui ne sont pas du tout Oui, fidèles à la réalité. Et les araignées à six pattes, voilà, c'est ça. On trouve de tout quand même, hein, donc c'est attention quand ça. même. Il faut être prudent. Pour les espèces, je vous en ai montré, mais ça peut avoir vraiment un intérêt, je pense, avec les enfants si vous faites des sorties avec eux. Pour ceux qui ont la possibilité d'avoir un téléphone ou simplement avec vous un appareil photo, si en plus à la fin, c'est leurs petites bêtes qui vont se retrouver sur une carte, je pense que c'est extrêmement valorisant pour les enfants et que ce sera l'occasion pour eux de faire avec eux la détermination de leur animal, au moins la famille pour aller. Je pense que ça peut être. Alors, c'est pas ce que j'ai fait moi, hein, j'ai du tout cuit, c'est mes photos, mais, euh, mais voilà, je pense que en effet, il faut être honnête. Vous avez vu les photos des enfants. euh, Quand à la fin, ils se retrouvent avec la photo, j'adore les illustrations, moi. L'illustration de la famille, c'est cool. Ça amène bien la famille. Mais par contre, si à la fin, ils arrivent à leur petite bête parce que vous avez fait l'effort de travailler sur les espèces que vous trouvez chez vous, c'est magique ça avec les enfants. Ils ont l'impression que vous êtes le magicien de service. C'est ma bête sur la photo. Allô, Et allô, ça se partage. Voilà. allô. Je m'appelle Maxime, je suis un ami à Monsieur Fraisse. Oui, bonsoir Maxime. Tu souhaites prendre la parole donc? Je vais attendre mon ami. D'accord. Donc, Euh, pour le... merci de ta présence. Est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît? Ah, pourquoi? Attendez.
Je me permets de le faire, hein, s'il te plaît. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce c'est qui donc, qui est en effet une belle clé de détermination qui amène à la famille. Mais on peut, comme tu l'avais bien expliqué, aller jusqu'à l'espèce, surtout en faisant des photos de nos espèces locales. Juste une question, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que on part de l'animal qu'on attrape ou est-ce qu'on part d'un objectif qu'on s'est fixé avant, par exemple, trouver un animal sans pattes ou trouver un animal à plus de 8 pattes? Enfin voilà, c'était. Bonsoir Mathilde. Bah, c'est une bonne question. C'est deux variantes du jeu en fait. Le jeu originel, c'était ça dépend de l'âge des enfants et ça dépend d'où ils en sont en autonomie avec les boîtes de capture et des envies. Mais le jeu de départ, ça peut être de capturer tout ce qu'on trouve, on va dire, et d'essayer de savoir ce que c'est, de pouvoir le déterminer. Mais quand les enfants ont déjà joué plusieurs fois, ça peut être beaucoup plus intéressant de leur dire, bah, maintenant, trouve-moi un animal avec six pattes. Trois pattes, ça arrive aussi, mais c'est après beaucoup de manipulation. Euh, Six pattes, un autre avec huit, trouve-moi un animal sans pattes, trouve-moi un coléoptère. Et puis voilà, ça nécessite juste, bah, ça dépend de l'âge et des connaissances qu'ont déjà les enfants. Quand tu les envoies chercher plutôt un animal avec des ailes membraneuses, au contraire avec, je ne sais pas moi, des écailles, ça va nécessiter aussi que les enfants apprennent à savoir où chercher ces différents animaux. C'est évolutif. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ou des questions sur le c'est qui donc? Bon, bah, merci beaucoup, Patricia et Jérôme, Merci à tous. pour le Jouez bien. témoignage. Et oui, pardon. J'ai dit jouez bien. Ah oui. Bah oui, Moi, j'aime le jeu pour le jeu. Excusez-moi, vous savez pas si Monsieur Fressin est dans la réunion? Ah. Est-ce qu'il était inscrit déjà, François? Non, Monsieur Fressin, Benoît Fressin. Oui, mais je parlais à François, qui co-anime la réunion avec moi et qui a géré les inscriptions. Nous avons parmi nous un Benoît. Après, je n'en sais pas plus. Ce que vous pouvez faire, Monsieur Indiana, c'est vous pouvez mettre un message en privé à ce Benoît, si vous le Mais souhaitez, oui, dans le fil de discussion. c'est ce que je fais. Voilà, bah, je vous en prie. À tout à l'heure. Il m'a perdu du coup. Oui, donc on parlait du plaisir d'apprendre et de jouer. Donc évidemment, ça fait partie évidemment de ce qui nous anime et chez les CPN, c'est vraiment le plaisir d'apprendre ensemble en nous amusant. Je vais passer la parole maintenant à François qui va nous plonger dans la mare sans filet, mais avec une épuisette, pour présenter le jeu des 9 familles. Très bien. Merci Céline. C'est un jeu qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps, qui s'inspire bien sûr du grand jeu générique, le jeu des 7 familles, sauf que là dans la mare, ça ne marche pas. Des familles, on en a trouvé 9. Et donc ça s'appelle le jeu des 9 familles de la mare. Et quand je l'ai reçu et que j'ai ouvert ce petit paquet, vous voyez l'épaisseur, vous voyez la taille, format A5 comme les autres jeux, j'ai découvert là un couteau suisse du jeu sur la mare. Parce que c'est loin d'être un jeu des 7 familles qui sont 9. Le thème, vous l'avez, c'est la mare. Alors quand on ouvre, on tombe sur plusieurs planches à découper et qui donnent des cartes. Plus, bien évidemment, une petite notice qui vous indique qu'il n'y a pas un jeu, mais 1, 2, 3, 4, 5 jeux. Avec ce simple
petit jeu de cartes. Il y a 5 activités différentes. Les cartes, elles sont hyper faciles à découper. C'est vraiment très bien conditionné. Elles se découpent, c'est vraiment très propre. C'est super bien mis en page. Le graphisme, il est très chouette. Par contre, le papier est un peu mat. Et moi, je les ai talqués. J'ai mis du talc. Du coup, ça glisse super bien. C'est extrêmement agréable. Alors, premier jeu, bon, le basique, le jeu des 7 familles qui sont 9. Enfin, il y a 9 familles. Alors, les familles, je vous l'ai dit, vous allez comprendre immédiatement l'objectif du jeu. Il y a la famille Sabronze. Je vous donne un indice, ce sont des plantes. La famille Sabeigne, c'est aussi des plantes. Il y a la famille des Sorphées, c'est la vie. La famille les Rois de la Brasse. Les familles Verdeau. Les familles Planquées. La famille Bien à l'abri. La famille Amphibien. La famille Entre deux eaux. Donc, vous devinez, sous ces formes de petits jeux de mots, de petits calembours, on a identifié en fait des attitudes ou des caractéristiques biologiques de certains habitants de la mare. Là, pour une fois, il y a les plantes et les animaux, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on est donc là bien dans l'écosystème mare. Premier jeu, le jeu des 7 familles. Ben, ça se joue comme un jeu des 7 familles. On distribue, je ne sais plus, 6 cartes, je crois, à chaque participant. Et chaque participant regarde ses cartes. Et il est intéressant de savoir comment les cartes sont organisées. Il y a la famille, bien sûr, je viens de vous les énoncer. Il y a l'espèce qui est dessinée. Et il y a quelques renseignements. Pas grand-chose, mais quelques renseignements sur l'espèce. Ici, l'iris des marais, on lit « Lorsque je fleuris, j'arbore de belles fleurs jaunes. Mes feuilles, elles, sont en forme de glaive. » Bon, il faut expliquer ce que c'est qu'un glaive, hein, évidemment. Et en bas, il y a les autres membres de la famille. Donc, ça se joue comme un jeu de cette famille. Dans la famille Sabronze, je voudrais le roseau commun. Et on interroge un autre participant qui le donne, s'il l'a. Le but est de constituer la famille complète, mais ça, vous savez jouer au jeu des 7 familles. Bon, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre manière de jouer. Si vous utilisez, je vais vous faire une démonstration. Vous voyez, on peut mettre un truc genre élastique sur le front. Je choisis une carte complètement au hasard et je ne la regarde pas. Hop, l'animateur me la met là. Et maintenant, je vais essayer de la deviner en vous posant des questions. Pourquoi le micro est désactivé? J'en étais où? Vous voyez le truc? Et après, en posant des questions à mes camarades, eh ben, je vais dire, suis-je un animal ou suis-je un animal? Et les autres répondent par oui ou par non. Oui, je suis un animal. Est-ce que j'ai 6 pattes? Non. Est-ce que j'en ai 8? Oui. Est-ce que je suis une araignée? Oui. J'ai gagné. Et vous connaissez ce jeu qui est un basique et là qui s'applique à la mare avec ce jeu de cartes. Autre jeu possible, deuxième jeu possible, de distribuer un certain nombre de cartes, un peu le nombre qu'on veut, aux habitants, aux participants du jeu. Et on peut adapter ça de 1000 façons différentes. Mais en tout cas, avec 4 cartes, les joueurs sont invités à créer des chaînes alimentaires. Et il y a une indication, elle est toute petite, il faut de très bons yeux d'enfant ou une loupe, parce que sur chacune des cartes est indiqué l'emplacement de l'espèce dans une chaîne alimentaire. Il y a donc les producteurs, évidemment, tout ça demande à être expliqué, on va dire les plantes. Il y a les consommateurs qui sont distingués. Ce n'est pas écrit herbivore, carnivore, mais c'est écrit consommateur 1, consommateur 2. Et au sommet en haut de la chaîne alimentaire,
il y a le prédateur. Le prédateur, dans ce jeu, bien sûr, c'est le héron. Donc, on peut aussi jouer à faire des chaînes alimentaires. Une autre proposition de ce jeu, c'est de jouer à la bataille. On distribue aux joueurs, on distribue toutes les cartes aux joueurs. Chaque joueur a son paquet de cartes et retourne la carte du dessus. Et celui qui a la carte de l'espèce la plus prédatrice mange les autres, rafle les autres. Et par contre, si dans les joueurs, il y en a deux qui sont du même niveau dans la chaîne alimentaire, il y a bataille. Alors, il retourne une nouvelle carte jusqu'à ce que l'un prenne sur l'autre et rafle toutes les cartes. Et bien évidemment, le gagnant est celui qui a toutes les cartes. Alors là, on est vraiment dans du ludique. Et tout en étant dans le ludique, eh bien, tous les concepts d'écologie, enfin en tout cas les concepts simples de chaîne alimentaire, peuvent passer parce que les enfants vivent la situation, vivent le concept, et après, il n'y a plus qu'à poser 2 ou 3 questions. Hein. Qu'est-ce que vous avez compris finalement? Qui mange qui? Vous avez vu, bon, c'est comme ça dans la nature et dans la mare, on n'y coupe pas. Le nombre des espèces est régulé sous forme de chaîne alimentaire. Voilà donc un petit jeu au départ hyper ludique qui permet de déboucher sur une notion d'écologie. Combien de joueurs? Ben, presque autant qu'on veut, mais un groupe là commencerait sûrement à 3 ou 4 pour aller jusqu'à 6, 8, peut-être 10. Je n'ai pas expérimenté avec 10 joueurs. Dernière proposition, encore plus élaborée, des chaînes alimentaires, on passe au concept de pyramide écologique. Comment? Eh bien, les cartes peuvent tenir sur un gobelet à l'aide d'un élastique. Et les cartes font la taille des gobelets. Et en choisissant, en sélectionnant ces cartes, on arrive à prévoir un certain nombre. Alors, dans le jeu, c'est préconisé 8 plantes. Moi, je suis allé jusqu'à 9. Après, il est préconisé de sélectionner 6 herbivores, ce que j'ai fait aussi. Et après, 2 carnivores. Mais là, le dessin, à mon avis, est plus facile que dans la réalité parce que poser un gobelet sur 4 gobelets, je l'ai testé, c'est un petit peu périlleux. Alors, je vous montre, je vais déplacer ma caméra. Voilà. Et moi, j'ai opté pour 9 gobelets à la base. Ensuite, j'ai mis 6 herbivores. Au-dessus, il y a 3 carnivores. Et parmi les carnivores, j'ai sélectionné les plus gros qui potentiellement pourraient manger des petits carnivores. J'ai mis la grenouille et de l'autre côté, j'ai mis le dytique bordé qui, eux, ensuite, sont mangés. J'essaie de vous montrer à peu près. Sont mangés par le héron. Et du coup, ça donne une vraie de vraie. J'ai pas fait caméraman dans ma vie, mais ça donne une vraie de vraie pyramide écologique. Du coup, c'est une façon maligne de travailler sur le concept de pyramide écologique, avec, comme il est préconisé dans la notice, l'anecdote qui fait qu'on va retirer un gobelet de la base de la pyramide et ce qui devait arriver arrive. Les autres gobelets, c'est-à-dire les niveaux supérieurs, forcément sont impactés et chutent. D'où l'évocation de l'impact humain, par exemple, ou en tout cas la notion de déséquilibre qui, dans ce cas-là, apparaît. Alors,
quand j'ai expérimenté ce jeu-là, j'ai trouvé qu'il y avait un rapport volume du jeu et possibilité et niveau des concepts écologiques, un rapport imbattable. Si on cherche une démonstration de l'efficience dans un jeu, je pense que là, on atteint d'assez haut niveau. Voilà donc un jeu qui après, au niveau place dans le rangement, du sac, de l'animateur. Voilà ce que ça prend comme volume. Donc un jeu auquel on peut trouver, d'assez grande qualité. Et je finirai peut-être, par souligner comment dire? Une technique qu'on connaît bien quand on est, un peu entraîné à essayer de transmettre non pas des connaissances, mais des concepts aux membres de nos clubs. C'est pas exactement la même chose. Pour apprendre, ou retenir le nom des insectes, des feuilles, le Kikimok, il est parfait. Pour, transmettre une méthodologie et un entraînement au raisonnement des discriminations de critères, du cheminement dans une clé d'identification, le Sekidonk, il est parfait. Et là, pour transmettre des concepts d'écologie, on utilise un autre procédé qui est le symbole où on fait comme si on était les animaux. On symbolise, mais en même temps, on fait vivre comme presque un petit jeu de rôle. On fait vivre la situation. Et en tout cas, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, je fais comme ça. Je ne donne aucune explication. On joue le jeu. Et une fois qu'on a joué, les enfants se sont amusés, ils ont commencé à mettre des noms, ils ont vu comment ça marche. En fait, après, à la fin du jeu, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est leur poser 2-3 questions. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que vous comprenez? Et en fait, ce sont les enfants qui donnent les réponses eux-mêmes, parce qu'ils ont vécu le truc et ils ont pigé, parce que le jeu, il est formaté pour qu'ils pigent. Donc, on n'est plus du tout dans le schéma, d'un apport descendant. Les enfants jouent, ils prennent conscience et ils comprennent les fonctionnements. Et il n'y a plus, à la fin, qu'à les interroger et eux-mêmes, énoncent, formulent ce qu'on avait envie qu'ils comprennent. Il reste tout de même à la fin à reformuler avec nos propres mots en disant: «Eh ben ouais les gars, vous avez bien compris, c'est bien comme ça que dans une mare ça fonctionne. Il y a le super prédateur qui est là-haut, qui régule les étages du dessous. Il y a les plantes qui alimentent les étages, du dessus et en effet, une question de nombre et ça tient en équilibre, mais vous avez vu, l'équilibre est fragile». Donc voilà un type de jeu qu'on aime bien chez les CPN parce qu'il est malin, il est facile à utiliser et il est efficace. Du coup, s'il y avait des questions, bah moi je les ai pas vues passer. Ou si vous avez... Merci François. Merci. À ma connaissance, il n'y a pas de questions spécifiques encore sur les 9 familles, mais peut-être qu'il y en a quelques-unes dans vos têtes que vous voudriez partager à l'oral ou à l'écrit. Quel est son prix? Très bonne question. Je n'en ai aucune idée parce que comme je suis Club CPN, je le reçois gratuitement. Mais Dans mon souvenir, c'est une dizaine offre d'euros. Ouais, un Oui, peu moins de 10 euros. oui. Le meilleur moyen, dans tous les cas, c'est de devenir Club CPN. Et là, tous les clubs CPN reçoivent au bas mot 2 cahiers techniques par an, plus un outil de ce calibre-là. Exact. Présidente. Plus d'autres questions? Très bien, merci François.
Donc, ce Zoom a balayé quelques exemples d'outils pédagogiques à la sauce CPN. Il n'y a pas que cela, il y en a quelques-uns comme Pause, ça décompose ou d'autres qui peuvent être en vente aussi sur notre boutique, mais on a plutôt choisi de présenter les derniers nés. Vous avez remarqué qu'il y avait une certaine progressivité dans la façon, dans les outils et les objectifs pédagogiques des outils qui a été présenté ce soir. Et il repose à chaque fois aussi sur des principes pédagogiques qui sont chers au CPN. Le premier outil pédagogique qui manque, il apprend vraiment, c'est un premier principe d'apprendre à observer. Et donc, on prend le temps d'observer pour déterminer. Désolé, je vous interromps. Oui, Benoît Fressin est là. d'accord, merci de cette information, Maxime. Il est là. Donc, le premier principe pédagogique, c'est d'apprendre à observer. Et pour Si j'ai des questions, je pourrais les poser après. Oui, mais il faudra lever la main. Et Ah. pour l'instant, j'essaie de conclure ce D'accord. Zoom. Merci. Oui, je vais me faire aider par mon ami. Donc, les principes pédagogiques. Un deuxième, c'est que pour trouver quelque chose, il faut savoir ce qu'on cherche. Et vous avez remarqué que la manière dont sont pensés les jeux, avec les clés de détermination comme le c'est qui donc ou qui manque, on doit apprendre à trouver les critères et savoir ce qu'on cherche pour trouver. Et enfin, nommer, puisque c'est quelque chose qui est cher au CPN, c'est d'apprendre à nommer la nature de proximité qui nous entoure. Au-delà de nommer, comme vous l'a exprimé François, ensuite sur leur dernier jeu qui était sur les 9 familles de la mare, parce que connaître, ce n'est pas que nommer, c'est aussi comprendre. Et comprendre les écosystèmes, les conceptualiser, comprendre les interdépendances. Et donc, ce jeu des 9 familles de la mare est plutôt sur une approche conceptuelle un peu plus avancée que les 2 premiers qu'on vous a présentés. Donc, au-delà des clés de détermination, les clés des CPN, vous l'avez compris, c'est notre force, c'est notre adaptation. On expérimente, on invente, on crée, on joue et on prend plaisir à apprendre ensemble. Donc, évidemment, ces jeux, c'est une base. Vous en faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Et puis, vous pouvez l'adapter en fonction, effectivement, de votre terrain, de votre territoire, de la saison, de l'âge des enfants. Libre à chacun, comme chez les CPN, de toute façon, qui sont les rois de l'adaptation et de l'expérimentation. J'espère que cette soirée vous aura donné envie de rejoindre la fédération, notre grand mouvement, notre grande famille, qui est aujourd'hui composée de 15 000 membres, 500 clubs en France, 200 en Afrique et aussi 400 familles. Donc effectivement, comme l'a dit François, si vous devenez adhérent, vous rejoignez notre grande communauté et puis vous recevez également 2 cahiers techniques et un outil pédagogique dans l'année. Et si vous n'êtes pas encore décidé, eh bien, il vous reste à nous acheter les jeux sur la boutique. Et n'hésitez pas à contacter l'équipe de la fédération pour toute autre question. Un grand merci à nos 4 intervenants de ce soir, qui sont tous bien évidemment bénévoles. Je tiens à le souligner parce que c'est ce qui fait également notre force chez les CPN. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne soirée et je vous dis bonne nuit. Merci. Merci. nuit. Merci beaucoup, Céline. Merci, François. Bonsoir à Merci tous. tout le monde. Merci, Merci à tous les Maïka. intervenants. Merci à vous. Au Embrasse. revoir. Bonsoir. Bye tout le monde. Bonsoir. Salut. Au revoir. Bonne Merci, nuit. Patricia. Jérôme. Ah oui. Merci Bonsoir à beaucoup, tous. Maïka. Allez, bonsoir.